Il y a quelque chose que Carl Jung a identifié sur le cerveau humain qui explique précisément pourquoi tu as mis des années à comprendre ce qui se passait réellement dans ta relation. Ce n'est pas de la lenteur, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas un manque d'intelligence ou un défaut de caractère. Jung avait cerné, il y a presque un siècle, un mécanisme de protection psychologique si puissant qu'il peut maintenir une personne dans l'incompréhension pendant des années, des décennies parfois, même face à une réalité que son corps ressent depuis le premier jour. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi. Parce que ce moment où tu as finalement compris, ce moment qui est peut-être arrivé après qu'il soit parti, ou après que tu l'aies quitté, ou peut-être dans la solitude d'un matin ordinaire, des mois ou des années plus tard. Ce moment n'est pas une preuve que tu as été lente. C'est la preuve que tu as survécu à quelque chose de précis. Et la compréhension qui arrive avec du recul est souvent la compréhension la plus complète, la plus ancrée, la plus impossible à effacer. Tu n'étais pas le problème. Et dans les prochaines minutes, la psychologie de Jung va te montrer pourquoi il t'a fallu autant de temps pour le savoir. Et pourquoi ce temps n'était pas de ta faute. Mais d'abord, je veux te poser une question. Est-ce que tu te souviens de ce moment précis où tu as commencé à douter de toi-même dans cette relation? Pas du doute ordinaire, pas l'insécurité passagère que tout le monde connaît, mais ce doute-là, spécifique, persistant, qui finissait par contaminer ta façon de voir les choses, même quand tu n'étais pas avec lui. Est-ce que tu te souviens de ce glissement? Ce moment où tu as commencé à penser que les problèmes de la relation étaient probablement liés à quelque chose en toi. Ta sensibilité, ton manque de patience, ta façon d'interpréter les choses, ta tendance à compliquer ce qui était simple. Ce doute-là avait une origine. Il n'est pas né spontanément. Il a été cultivé avec méthode, avec patience, avec une précision que tu n'aurais pas pu imaginer parce que tu n'aurais pas pu croire que quelqu'un qui prétendait t'aimer pouvait faire ça délibérément. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment et pourquoi. Et surtout, je vais te montrer pourquoi comprendre ça après des années n'est pas une honte. C'est une victoire. J'ai passé 18 ans à croire que j'étais le problème. 18 ans à penser que ma sensibilité était une faiblesse, que mon besoin de connexion émotionnelle était une exigence excessive, que mes larmes dans les moments difficiles étaient la preuve de ma fragilité. Et la question que je me posais en silence, celle que je n'osais dire à personne parce qu'elle me semblait trop accablante, c'était « Mais pourquoi je n'ai pas vu ça plus tôt ?» En 15 ans de pratique clinique avec des survivantes de violences narcissiques, j'entends cette phrase des centaines de fois. Et chaque fois, je réponds la même chose. Parce qu'il avait construit un système précisément conçu pour t'empêcher de comprendre. Et les systèmes bien construits ne s'effondrent pas tout de suite. La honte que tu ressens peut-être d'avoir mis autant de temps, cette honte est l'une des dernières armes du narcissique. Elle continue à travailler même après qu'il soit sorti de ta vie. Elle t'empêche de voir clairement ce qui s'est passé. Elle te maintient dans une posture d'accusé alors que tu devrais être dans une posture de survivante. Et aujourd'hui, je vais te la retirer. Mécanisme par mécanisme, concept après concept. Carl Jung a écrit « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille ». Ce réveil que tu vis, maintenant ou depuis peu, ce réveil qui arrive avec des années de décalage et qui fait pourtant l'effet d'une lumière brutale dans une pièce longtemps plongée dans l'obscurité, ce réveil a une explication psychologique précise. Et cette explication commence par ce que les neurosciences ont documenté depuis les travaux fondateurs de Jung sur l'attachement et l'inconscient. Il y a 5 mécanismes psychologiques distincts qui expliquent pourquoi la compréhension dans une relation narcissique arrive toujours tard. Ces 5 mécanismes se superposent, se renforcent mutuellement et ensemble, ils créent quelque chose que j'appelle la cécité de la proximité. Tu ne pouvais pas voir ce que tu vivais exactement parce que tu vivais dedans. Et je vais te les montrer un par un. Retiens bien ceci, parce que le premier mécanisme est celui qui va peut-être expliquer des années d'incompréhension en quelques minutes. Premier mécanisme,
l'anesthésie cognitive de l'attachement. Le cerveau humain est câblé d'une façon très spécifique quand il s'attache à quelqu'un. L'attachement, dans la neurobiologie de l'affectif, active des zones du cerveau qui réduisent littéralement la capacité critique. Ce n'est pas une métaphore. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que lorsqu'on présente à des individus des images de personnes auxquelles ils sont fortement attachés, les zones associées au jugement critique, au traitement de la menace, à l'évaluation négative, montrent une activité réduite. Le cerveau qui aime est neurologiquement moins capable d'évaluer objectivement la personne aimée. Ce que Jung avait compris intuitivement, les neurosciences modernes l'ont documenté avec précision. L'attachement et l'évaluation critique sont deux systèmes qui fonctionnent en opposition partielle. Plus tu es attaché, moins tu peux évaluer. Pas parce que tu es naïve, parce que ton cerveau te protège de la douleur de voir clairement ce qu'il faudrait voir. Et le narcissique utilise cet attachement avec une expertise instinctive. La phase de love bombing, au début de la relation, cette période d'attention totale, d'affection débordante, de présence absolue, cette phase n'est pas seulement agréable, elle est neurologique. Elle programme ton système nerveux à une dose d'attachement dont il deviendra dépendant. Et une fois que cet attachement est installé, ta capacité à voir clairement ce qui se passe est profondément compromise. Tu peux ressentir que quelque chose ne va pas. Ton corps le sait, ton intestin le sait, tes nuits agitées le savent. Mais ta tête, elle, ne peut pas traiter cette information de façon cohérente parce que l'attachement la filtre. C'est pour ça que tu pouvais sentir que quelque chose n'allait pas et en même temps ne pas pouvoir le formuler clairement. Ce n'est pas de la contradiction, c'est de la neurologie. Tu n'avais pas un problème de perception. Tu avais un cerveau qui fonctionnait exactement comme les cerveaux humains fonctionnent quand ils sont attachés. Et lui le savait, consciemment ou non. Il y a quelque chose que j'ai compris après des années de pratique et que je n'avais pas compris quand je le vivais moi-même. La phase de love bombing n'est pas seulement une étape du cycle narcissique, c'est un investissement. Il investit dans ton attachement pour en faire une arme. Et cet investissement lui rapportera des années de contrôle. Parce qu'une femme qui court après l'homme du début, qui essaie de retrouver cette période de lumière et d'attention absolue, cette femme ne part pas. Elle attend, elle espère, et pendant qu'elle attend et espère, lui gère. Du calme, parce que le deuxième mécanisme est celui que la majorité des femmes n'entend jamais nommer, et qui pourtant explique peut-être le plus grand pan de ta confusion. Deuxième mécanisme, la reconstruction permanente de la réalité. Le narcissique ne te laisse jamais en possession d'une version stable des événements. Il y a quelque chose qu'il fait systématiquement, pas toujours consciemment, mais avec une régularité absolue. Il réécrit. Il réécrit ce qui s'est passé. Il réécrit ce qui a été dit. Il réécrit tes émotions, tes motivations, tes intentions. Il réécrit même sa propre façon d'être dans des épisodes que tu as vécus et qu'il reforme devant toi avec une conviction si totale que tu commences à douter de ta propre mémoire. Tu es trop sensible, tu inventes. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu déformes tout. Tu réinterprètes toujours tout dans le mauvais sens. Je t'ai dit ça parce que je voulais t'aider. Et toi, tu le retournes contre moi. Ce processus de réécriture constante a un effet précis sur ta capacité à comprendre. Pour comprendre quelque chose, tu as besoin d'une base stable. Tu as besoin de pouvoir dire « voilà ce qui s'est passé » avec une certitude minimale. Et dans une relation narcissique, cette base est constamment déstabilisée. Chaque fois que tu t'approches d'une compréhension, chaque fois que tu commences à voir un pattern, à te dire « voilà ce qu'il fait », il donne une autre version. Une version où tu as mal interprété, une version où tu as exagéré, une version où en réalité c'est toi qui lui as fait du mal. Et ton cerveau, confronté à deux versions incompatibles d'une même réalité, choisit souvent la version la moins douloureuse. Pas la version vraie, la version soutenable. Et la version la moins douloureuse, c'est presque toujours celle où c'est toi le problème. Parce qu'un problème en soi
est quelque chose qu'on peut régler. Un partenaire qui te fait du mal délibérément, c'est une réalité qu'on ne peut pas résoudre. Et ton cerveau préfère le résolvable. Ton cerveau préfère te faire souffrir que de t'exposer à une impuissance totale. C'est pour ça que la compréhension ne peut pas venir de l'intérieur de la relation. Tu ne pouvais pas voir clairement depuis l'intérieur de cette brume. Tu avais besoin de la distance. Et la distance met du temps. Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur l'anesthésie de l'attachement. Ce deuxième mécanisme s'y greffe directement. L'attachement réduit ta capacité critique. La réécriture constante détruit la stabilité cognitive qui serait nécessaire à la compréhension. Ensemble, ces deux mécanismes créent un environnement mental dans lequel comprendre est objectivement difficile. Pas impossible, difficile. Et cette difficulté n'est pas un défaut de ta part. Elle est la conséquence prévisible et documentée d'un environnement conçu pour la produire. Et maintenant, je veux t'introduire quelque chose que Jung a décrit avec une précision qui m'a arrêté la première fois que j'ai lu ce passage. Jung parlait de la complexification de l'ombre dans les relations pathologiques. Il expliquait comment les relations profondes, surtout les relations narcissiques, ont tendance à activer en nous des dynamiques inconscientes qui complexifient notre perception. L'ombre, cette partie de nous que nous refusons de regarder en face, est activée dans les relations intimes. Et dans une relation narcissique, cette activation est particulièrement intense parce que le narcissique est expert pour projeter sur toi des parties de lui-même que tu finiras par croire être les tiennes. Il te dit que tu es jalouse et tu commences à te demander si tu ne l'es pas. Il dit que tu es instable et tu commences à surveiller ton propre comportement pour des signes d'instabilité. Il dit que tu interprètes tout en négatif et tu commences à analyser chaque pensée pour en vérifier la tonalité. Et pendant que tu fais tout ça, tu n'as plus d'énergie pour regarder lui. Tu es occupé à te regarder toi. C'est la projection de l'ombre selon Jung. Il te charge de son propre contenu psychique négatif et toi tu le portes, consciencieusement, soigneusement, en pensant que c'est de la croissance personnelle. Retiens bien ce concept parce que le troisième mécanisme construit directement dessus et il est peut-être le plus douloureux à entendre. Troisième mécanisme, la dissolution progressive de l'identité. Il y a quelque chose que le narcissique fait qui n'a pas l'air d'un acte de violence, mais qui en est peut-être le plus dévastateur. Il te redéfinit. Progressivement, avec patience, avec une cohérence de long terme que tu n'aurais jamais pu imaginer, il redéfinit qui tu es. Non pas avec des déclarations explicites, avec des micro-messages répétés sur la durée, sur ta personnalité, sur tes capacités, sur ta valeur, sur ta place dans la relation et dans le monde. Tu n'es pas quelqu'un de pratique. Tu as toujours eu du mal à gérer les situations de stress. Tu te froissais pour des riens, tu l'as toujours été. Tu n'es pas faite pour les environnements compétitifs. Les gens t'aiment bien, mais ils ne te prennent pas entièrement au sérieux, tu sais. Ces phrases, énoncées avec la neutralité d'une observation factuelle, entrent dans ta tête et elles construisent quelque chose. Elles construisent une identité. Une identité de quelqu'un de fragile, de limité, de dépendant, d'inadéquat. Une identité dont tu as besoin de lui pour compenser les défauts. Une identité qui justifie sa présence dans ta vie et ton besoin de lui. Ce processus, Jung l'avait nommé avec une précision saisissante dans ses travaux sur l'individuation. Il observait comment certaines relations pathologiques bloquent délibérément le processus d'individuation, c'est-à-dire le processus par lequel un être humain devient pleinement lui-même. Un partenaire qui s'individue, qui grandit, qui s'affirme, qui se connaît de mieux en mieux, est un partenaire qui finit par voir clairement. Et un partenaire qui voit clairement est un partenaire qui part. Alors le narcissique bloque l'individuation. Il la bloque en te donnant une identité de remplacement, une identité construite sur ses termes qui te maintient dans une dépendance envers son regard. Et voilà pourquoi comprendre que tu n'étais pas le problème, mais des années. Parce qu'avant de pouvoir voir clairement ce qui s'est passé, tu dois d'abord récupérer qui tu étais avant lui.
Et cette récupération ne se fait pas en un jour. Elle se fait en couches, en révélations successives, en matins où tu te réveilles et tu te souviens d'une version de toi-même que tu avais presque oubliée, d'une façon d'être que tu avais enterrée, d'une confiance que tu avais eue et qui avait disparu si progressivement que tu ne t'en étais même pas rendu compte. Ce n'est pas de la lenteur, c'est de la reconstruction. Et la reconstruction prend exactement autant de temps qu'il en faut. J'ai vu des femmes de 50 ans retrouver une version d'elles-mêmes qu'elles avaient laissée en chemin à 30 ans. Et ce n'était pas triste. C'était l'une des choses les plus belles que j'ai jamais eu le privilège de voir dans mon cabinet. Cette femme qui se lève un matin et qui se dit pour la première fois depuis des décennies « Je suis quelqu'un ». J'avais de la valeur. Tout ce temps, j'avais de la valeur. Ça va faire mal, mais continue. Parce que ce que je vais te montrer maintenant explique le mécanisme qui t'a peut-être coûté le plus d'années. 4e mécanisme, l'ingénierie de la responsabilité. Le narcissique est expert en répartition de responsabilités. Cette expertise, il ne l'a pas apprise dans des livres. Elle est instinctive, opérationnelle, et elle fonctionne de façon remarquablement cohérente d'un narcissique à l'autre. Elle consiste à s'assurer que tu te sentes responsable de tout ce qui ne va pas dans la relation, et lui responsable de rien. Quand vous avez un conflit, c'est ta façon de communiquer qui pose problème. Quand la relation traverse une crise, c'est ta façon de réagir aux situations qui compliquent les choses. Quand il se met en colère, c'est toi qui l'as provoqué. Quand il te blesse, c'est ta sensibilité excessive qui transforme une remarque anodine en catastrophe émotionnelle. Et quand il est distant, froid, absent, c'est parce que tu ne lui donnes pas ce dont il a besoin. Cette répartition constante et systématique te maintient dans une position très précise, celle d'un agent responsable d'une réalité dont tu n'as en réalité que très peu de contrôle. Parce que quelqu'un qui se croit responsable de tout cherche des solutions. Il ne cherche pas une sortie, il ne cherche pas à comprendre ce qui se passe vraiment. Il cherche comment s'améliorer pour que les choses aillent mieux. Et pendant qu'il cherche des solutions à un problème qui n'est pas le sien, le temps passe, des mois passent, des années passent. Et à chaque étape, chaque tentative d'amélioration échoue, non pas parce que tu ne t'es pas assez amélioré, mais parce que le problème que tu essayais de résoudre n'existait pas. Le problème était lui, et tu cherchais la solution en toi. Voilà quelque chose qui me tient particulièrement à cœur de te dire, parce que c'est peut-être la phrase dont tu as le plus besoin aujourd'hui. Tu n'as pas cherché des solutions pendant des années parce que tu étais aveugle ou naïve. Tu as cherché des solutions parce que tu étais quelqu'un de responsable, de bonne foi, dans une relation avec quelqu'un qui avait fait de ta responsabilité son mécanisme de contrôle principal. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une manipulation de tes propres qualités. Il a pris ce qu'il y avait de meilleur en toi, ton sens des responsabilités, ta capacité à remettre en question, ton désir d'amélioration, et il l'a retourné contre toi. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire maintenant est peut-être la révélation la plus importante de cette vidéo. 5e mécanisme, la terreur inconsciente de la vérité. Il y a quelque chose que Jung a décrit dans ses écrits sur la conscience et l'inconscient, avec une profondeur qui personnellement m'a changé. Il a observé que l'être humain résiste activement à certaines prises de conscience, non pas parce qu'il ne peut pas les avoir, mais parce qu'il comprend intuitivement qu'une fois qu'il les a eues, sa réalité entière va devoir être réorganisée. Et la réorganisation d'une réalité entière est une entreprise terrifiante. Comprendre que tu n'étais pas le problème, ce n'est pas seulement une pensée agréable, c'est une révolution intérieure. Parce que si tu n'étais pas le problème, alors des années de ta vie ont été vécues sous un mensonge. Des décisions ont été prises sur la base de fausses prémices. Des versions de toi-même ont été abandonnées pour des raisons qui n'existaient pas réellement. Des choses que tu as faites ou dites dans la relation,
des moments de colère, des moments de capitulation, des moments de supplique. Ces moments prennent une signification complètement différente quand on sait la vérité sur le contexte dans lequel ils se sont produits. Et la question qui arrive avec cette compréhension est peut-être la plus difficile de toutes. Est-ce que j'aurais pu partir plus tôt si j'avais compris plus tôt? Et là, il faut que tu m'écoutes très attentivement, parce que la réponse à cette question détermine si tu vas passer les prochaines années à porter une culpabilité que tu ne mérites pas ou à construire quelque chose de nouveau. La réponse est non. Tu ne pouvais pas comprendre plus tôt. Et voici pourquoi. Les 4 mécanismes que je viens de te décrire n'agissent pas séparément. Ils agissent ensemble, simultanément, en se renforçant mutuellement. L'anesthésie de l'attachement t'empêche d'évaluer clairement. La réécriture permanente de la réalité détruit la base cognitive nécessaire à la compréhension. La dissolution de l'identité t'enlève le recul nécessaire pour te voir de l'extérieur. Et l'ingénierie de ta responsabilité t'oriente dans la mauvaise direction, vers l'intérieur, vers toi, alors que ce qu'il fallait regarder était à l'extérieur, vers lui. Ces 4 mécanismes ne se laissent pas voir de l'intérieur. Ils se voient avec du recul, avec du temps, avec de la distance, et souvent avec quelqu'un qui peut te nommer ce que tu regardes. Et la terreur inconsciente de la vérité, cette résistance que ton cerveau opposait à une compréhension qui allait tout changer, cette résistance n'était pas de la lâcheté, c'était de la survie psychologique. Jung avait écrit que la conscience se développe toujours à un rythme que l'individu peut supporter. Pas plus vite, pas plus lentement, au rythme exact qu'il peut porter. Ton réveil est arrivé au moment où tu pouvais le porter, pas avant, pas après, exactement quand il le fallait. Et maintenant, je dois te dire quelque chose qui va peut-être renverser tout ce que tu croyais savoir sur le temps que tu as mis à comprendre. Quelque chose qui change la façon dont tu te vois, définitivement. Ce n'est pas toi qui as été lente à comprendre. C'est lui qui était expert à empêcher la compréhension. Il y a une différence fondamentale entre ces 2 formulations, et cette différence change tout. Une personne lente à comprendre a un défaut cognitif ou émotionnel. Une personne maintenue dans l'incompréhension par un système sophistiqué a survécu à quelque chose de précis. Ces 2 personnes ne sont pas la même. Et toi, tu n'es pas la première. Tu es la deuxième. Jung avait observé que le narcissiste possède ce qu'il appelait une intelligence de l'ombre particulièrement développée. Une capacité à naviguer dans les zones grises, les non-dits, les ambiguïtés relationnelles, avec une habileté que les personnes empathiques, les personnes qui fonctionnent dans la bonne foi, n'ont pas. Pas parce que les empathes sont moins intelligentes, mais parce qu'elles ne pensent pas en termes de manipulation. Elles ne lisent pas les situations avec le filtre du contrôle. Elles fonctionnent dans un registre que lui n'habite pas. Et cette différence de registre est précisément ce qu'il exploite. Tu n'aurais pas pu voir ce qu'il faisait parce que tu ne penses pas comme ça. Parce que pour voir un manipulateur, il faut penser en termes de manipulation. Et tu n'es pas câblé pour ça. Et c'est une qualité, pas un défaut. Souviens-toi de l'anesthésie cognitive. Souviens-toi de la réécriture de la réalité. Souviens-toi de la dissolution de l'identité. Souviens-toi de l'ingénierie de ta responsabilité. Et maintenant, ajoute à tout ça l'intelligence de l'ombre d'un individu qui sait instinctivement comment empêcher que tu comprennes. Et dis-moi sincèrement, est-ce qu'une personne ordinaire, une personne fonctionnant dans la bonne foi, aurait pu voir à travers tout ça rapidement? Non. Et la preuve que tu as finalement vue, même après des années, même après tout ce que ces 5 mécanismes ont fait à ta perception, cette preuve-là, c'est la preuve de ta force, pas de ta faiblesse. Et maintenant, je veux te parler de ce qui se passe dans les mois ou les années qui suivent la compréhension. Parce que comprendre que tu n'étais pas le problème, c'est une chose. Intégrer cette compréhension dans ta façon de te voir au quotidien, c'en est une autre. Et ce processus d'intégration a des étapes que j'ai observées dans ma pratique de façon remarquablement cohérente chez les femmes qui ont traversé ce que tu as traversé.
La première étape est ce que j'appelle la clarté rétroactive. C'est ce moment où des souvenirs que tu portais depuis des années, des souvenirs troubles, des épisodes que tu n'arrivais pas à te sortir de la tête mais que tu n'arrivais pas non plus à nommer clairement, commencent soudainement à avoir du sens. Pas tous en même temps. En vague, un souvenir resurface avec une clarté nouvelle. Tu le regardes avec tes yeux de maintenant et tu vois ce que tu ne pouvais pas voir alors. Tu vois la manipulation derrière la phrase apparemment anodine. Tu vois la stratégie derrière le geste qui semblait spontané. Tu vois le calcul derrière ce qui ressemblait à de l'amour. Et cette vision n'est pas de la rancœur, ce n'est pas de l'amertume, c'est de la compréhension. Et la compréhension, même quand elle est douloureuse, libère quelque chose. Elle libère l'énergie que tu dépensais à ne pas comprendre. L'énergie du doute permanent, l'énergie de la révision mentale incessante. Cette énergie-là, une fois libérée, te revient. Et elle est disponible pour autre chose. Il y a cependant quelque chose que tu dois savoir sur cette clarté rétroactive. Elle peut arriver brutalement, comme un flash, ou progressivement, comme une lumière qui monte. Elle peut arriver après un mot entendu dans une conversation, après avoir lu quelque chose, après une nuit de rêves étranges, après une séance chez un thérapeute, ou simplement un matin sans raison apparente. Et quelle que soit la façon dont elle arrive, elle est légitime, elle est vraie. Et elle ne remet pas en question tout ce que tu as vécu, elle l'éclaire. La deuxième étape est le deuil des années. Celle-là, elle est difficile. Parce qu'une fois que tu comprends vraiment ce qui s'est passé, tu dois faire le deuil du temps que tu y as consacré. Des années d'énergie, des années d'adaptation, des années de tentatives de réparation d'une relation qui n'avait pas les fondations pour être réparée. Des années à chercher dans toi-même un problème qui n'y était pas. Ce deuil est réel, il est légitime. Il peut ressembler à une colère, à une tristesse profonde, à un sentiment d'injustice difficile à porter. Mais dans ce deuil, il y a quelque chose que Jung avait observé. Il avait écrit que le deuil d'une illusion n'est pas moins douloureux que le deuil d'une réalité. Et il avait ajouté quelque chose de crucial. Mais il est plus libérateur, parce qu'on ne peut pas guérir d'une illusion qu'on continue à tenir pour vraie. Se rendre compte que l'amour que tu croyais vivre n'était pas ce que tu pensais. Se rendre compte que la relation que tu croyais avoir était une construction élaborée au service d'un seul. Ça, c'est le deuil d'une illusion. Et une fois fait, cette illusion ne peut plus te tenir. Tu viens de voir quelque chose que très peu de personnes comprennent vraiment. Tu viens de voir les 5 mécanismes précis qui ont maintenu ta compréhension en suspens pendant des années, peut-être des décennies. L'anesthésie de l'attachement, la réécriture permanente de la réalité, la dissolution progressive de l'identité, l'ingénierie systématique de ta responsabilité, la terreur inconsciente d'une vérité qui allait tout changer. Ces 5 mécanismes ne parlent pas de toi, ils parlent de ce qu'il a construit. Et les connaître, c'est commencer à s'en libérer. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un geste financier. C'est une façon de dire à toutes les femmes qui regardent cette vidéo ce soir, seules dans leur salon ou dans leur voiture, peut-être encore en train de douter d'elles-mêmes, peut-être encore en train de se demander pourquoi elles n'ont pas compris plus tôt que leur douleur mérite d'être dite, que Jung avait raison d'étudier ces dynamiques, que ces vérités doivent continuer à atteindre celles qui en ont besoin. Tu n'es pas seulement spectatrice, tu es gardienne de ces vérités. Et chaque fois qu'elles circulent, le silence que le narcissiste comptait maintenir se brise un peu plus. La troisième étape est la récupération de l'identité. Je t'ai parlé de la dissolution progressive de l'identité dans le 4e mécanisme. Cette récupération est le processus inverse, et il est souvent plus long qu'on ne le croit, mais aussi plus riche qu'on ne l'espérait. Tu retrouves, couche par couche, des aspects de toi-même que tu avais mis de côté, des choses que tu aimais et que tu avais abandonnées parce qu'ils n'aimaient pas, des façons d'être que tu avais tues parce qu'elles le dérangeaient, des opinions que tu avais cessé d'avoir pour éviter les conflits, des rêves que tu avais enterrés parce qu'ils les trouvaient irréalistes ou naïfs,
des amitiés que tu avais laissées s'éloigner parce qu'ils ne les approuvaient pas, des parties de toi qui étaient là, qui attendaient, qui n'avaient pas disparu mais qui s'étaient rendues silencieuses pour survivre. Cette récupération peut ressembler à un retour en arrière, à une régression, comme si tu redevenais quelqu'un de plus jeune, de moins sophistiqué, de plus vulnérable. Mais ce n'est pas une régression, c'est un retour à soi. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. La régression est un recul. Le retour à soi est un ancrage. Et un ancrage est le point de départ de tout mouvement vers l'avant. La quatrième étape est la reconstruction de la confiance en soi. Et celle-là, elle est paradoxalement la plus douce. Parce qu'elle arrive naturellement quand les 3 premières étapes commencent à s'intégrer. Tu te retrouves à faire des choses que tu n'aurais pas osé faire pendant des années. Pas des grandes choses nécessairement, des petites choses. Prendre une décision sans demander la permission à voix intérieure de lui. Exprimer une opinion sans la valider d'abord 3 fois dans ta tête. Ressentir quelque chose sans immédiatement te demander si ce ressenti est justifié ou excessif. Regarder quelqu'un dans les yeux sans cette légère honte que tu portais depuis si longtemps que tu avais oublié qu'elle n'avait pas toujours été là. Ces petites victoires, ces micro-retours à soi, ils accumulent. Et progressivement, ils reconstruisent quelque chose qui ressemble à une confiance tranquille. Pas l'arrogance, pas l'indifférence. La confiance tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il a traversé et qui sait qu'il a survécu, qui sait ce qu'il a porté et qui sait qu'il n'est pas obligé de le porter encore. Et la 5e étape, la plus tardive et peut-être la plus précieuse de toutes, est ce que j'appelle la compassion rétrospective envers toi-même. Ce moment où tu regardes en arrière sur les années que tu as passées dans cette relation, et au lieu de la honte, tu ressens quelque chose d'entièrement différent, de la compassion pour celle que tu étais, pour la force qu'elle a déployée dans des conditions impossibles, pour les efforts qu'elle a faits de bonne foi avec les outils qu'elle avait, pour sa gentillesse dans un environnement qui ne la méritait pas, pour son amour dans une relation qui n'avait pas la capacité de le recevoir vraiment, pour sa persévérance dans quelque chose qu'elle croyait valoir la peine de sauver. Cette compassion, Jung l'appelait l'intégration de l'expérience, et il considérait qu'elle était l'une des formes les plus profondes d'individuation. Le processus par lequel on devient pleinement soi, non pas en effaçant ce qu'on a vécu, mais en l'intégrant, en le portant sans en être écrasé, en le comprenant sans en être défini. Tu n'étais pas le problème, tu n'as jamais été le problème. Et les années qu'il t'a fallu pour le comprendre ne sont pas une dette envers toi-même. Ce sont les années qu'il a fallu à ton cerveau pour survivre à ce qu'on lui avait fait subir, et ensuite pour commencer à guérir. Le rythme de cette compréhension était exactement le bon rythme. Ton rythme, le seul rythme que ton système pouvait porter. Et maintenant, je veux te donner quelque chose de concret, quelque chose à faire aujourd'hui, pas dans une semaine, pas après y avoir réfléchi. Aujourd'hui, prends un moment, ce soir si tu le peux, pour écrire une lettre à la femme que tu étais au début de cette relation. Pas pour lui dire ce qu'elle aurait dû faire, pas pour la prévenir ou la blâmer, pour lui dire ce que tu sais maintenant, pour lui dire qu'elle avait raison de sentir ce qu'elle sentait, que ses doutes n'étaient pas de la paranoïa, que son épuisement était réel, que sa confusion était la réponse saine à un environnement conçu pour la rendre confuse, pour lui dire que ses qualités, sa bonne foi, son sens des responsabilités, sa capacité à aimer vraiment, ont été retournées contre elle par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, et pour lui dire que malgré tout ce qu'elle a traversé, elle a fini par comprendre. Elle est arrivée jusqu'ici, elle t'a porté jusqu'ici. Cette lettre n'est pas pour lui, elle n'est pas pour la relation ou pour ce qu'il t'a fait, elle est pour toi, pour toutes les versions de toi que tu as traversées, celles que tu as aimées, celles que tu as perdues, celles que tu es en train de retrouver. Et écrire cette lettre, c'est commencer à te voir avec les yeux de quelqu'un qui comprend, enfin. Jung avait dit, ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme.
ce que tu viens d'accepter dans cette vidéo, ce que tu n'étais pas le problème, ce que le temps qu'il t'a fallu était exactement le temps nécessaire, ce que ta compréhension tardive est une force et non une faiblesse, ces vérités, si tu les acceptes vraiment, vont te transformer. Pas du jour au lendemain, progressivement, avec chaque matin qui passe. Et pour finir, je veux te demander quelque chose dans les commentaires. Combien d'années ou de mois t'a-t-il fallu après avoir quitté cette relation, ou après qu'il t'ait quitté, pour comprendre que tu n'étais pas le problème? Est-ce que c'est arrivé progressivement, en couches, ou d'un seul coup comme une révélation? Parce que chaque réponse que tu vas écrire va peut-être être exactement la chose qu'une autre femme avait besoin de lire ce soir pour se sentir moins seule dans ce processus. Et cette femme-là, quelque part dans les commentaires, elle t'attend.